Eh bien, aujourd'hui, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je vais me servir d'une activité du quotidien un petit peu particulière pour traiter de l'économie, pour traiter de l'environnement social, pour traiter de la passion, pour traiter des finances, pour traiter de notre vie. Vous savez que j'ai acheté il y a quelques jours une vieille moto que je comptais utiliser à Paris au mois d'août pour faire des vidéos, et petit à petit, eh bien, vous allez voir ce qui est arrivé. Restez jusqu'au bout, et je vous suggère de vous abonner pour pouvoir recevoir mes vidéos, car cela devient de plus en plus difficile de communiquer. Vous savez pourquoi, je n'en dirai pas plus. Chut. Bienvenue avec la voix de Louis, on est redescendu donc au garage et je vais vous montrer l'état d'avancement de la machine que je vous ai déjà montré, que j'étais allé acheter à Toulouse. Alors comme tous les collectionneurs et surtout comme tous les mécaniciens, je suis plus mécanicien que collectionneur, et bien finalement au bout de quelques jours de présence de cette machine dans mon garage, bien évidemment, à force de faire des investigations de surface, on rentre de plus en plus dans les entrailles de la machine pour aller en découvrir les mystères et l'histoire que finalement on finit toujours par cerner. Eh bien, cette machine sur laquelle j'avais commencé à démonter la transmission primaire, puis après la transmission secondaire, eh bien finalement j'ai fini par enlever le moteur du cadre, enlever la boîte de vitesse, et une fois que tout ça était fait, eh bien il ne restait plus qu'à démonter la partie cycle pour finalement faire une peinture époxy de toutes les pièces qui le nécessitaient, c'est-à-dire toutes, chose que je ne voulais faire que l'hiver prochain, après avoir roulé un petit peu cet été avec la machine. J'espère que je vais pouvoir le faire. Moi, d'un côté de la mécanique, je suis certain de pouvoir tout remonter, mais par contre, je vais vous raconter le problème qui s'est passé avec deux pseudo-sous-traitants pour la peinture époxy, et je vais à partir de là parler un petit peu de l'environnement de la petite industrie française et vraisemblablement de l'industrie en général, ainsi que du commerce, problématique que je rencontre chaque fois que je sors, chaque fois que je vais dans une ville aux alentours à 30, 40 ou 50 km. La problématique est la même. Ça, on va le voir après. Là, je vais juste vous montrer là où j'en suis. En fait, j'ai emmené les cadres, tout le châssis, toute la partie fourche, cadre et bras oscillants, etc., à faire sabler après avoir réparé une boucle du cadre, comme vous pouvez voir sur la vidéo qu'il y a derrière, une boucle du cadre qui avait été défoncée et réparée très mal avec du saint-ophère et planquée par une béquille latérale opportune qui avait été mal soudée à l'arc. C'était une horreur. Donc alors ça, je l'avais un petit peu vu malgré tout quand j'ai acheté la moto, parce que c'est quand même assez fréquent, le dessous des machines anciennes est souvent défoncé par des gars qui ont fait du tout-terrain avec, qui sont tombés, enfin bref. Toujours est-il que toutes ces pièces-là sont maintenant chez le sous-traitant qui va me faire un sablage et un époxy de tout ça à prix d'or. Ça coûte de plus en plus cher et c'est un des problèmes que je voudrais vous soumettre. Alors je vous montre le moteur. Le moteur, le voilà. Le moteur, le voilà. Alors encore une fois, c'est une belle mécanique. Le vilebrequin est très beau. Les fonderies sont très épaisses, très bien faites, avec des belles lignes. Tous les carters sont conséquents. BSA est vraiment un fabricant qui avait un savoir-faire pointu et
surtout une façon de faire qui était rassurante, au point qu'aujourd'hui, démonter un moteur comme ça, eh bien, ça réserve des surprises bonnes et des surprises mauvaises. Les bonnes surprises, c'est que finalement, eh bien, les BSA sont capables de supporter des défauts de montage assez invraisemblables. Ainsi, le vilebrequin était monté avec une entretoise latérale sur laquelle il manquait 5 cm, ni plus ni moins. Donc j'en ai refait une autre, je sais plus où je l'ai mise, j'en ai refait une autre en utilisant, vous allez rire, en utilisant les tubes de fourche que j'ai démontés. Voilà. Voilà, donc j'ai découpé... Donc j'ai scié un des tubes de fourche pour faire l'entretoise qui me permet aujourd'hui de recaler le vilebrequin latéralement correctement, parce que quand le vilebrequin était décalé sur la gauche, eh bien sur la droite, la prise de force de la pompe à huile, elle, était aussi décalée, et le roulement de droite était quelque peu au mauvais endroit, ainsi que l'un des roulements de gauche. Bref, heureusement que ces machines sont extrêmement bien construites, parce que sinon tout ceci aurait explosé. Donc vous voyez, j'ai tout démonté dans la culasse, tout sablé. Je vais remettre des guides de soupape et des soupapes neuves. Je vais garder le cylindre dans cet état-là. Il est en cote de réalisage maximum, avec un piston, bon, qui n'est pas une merveille absolue, mais que je vais aussi garder. Je vais faire retourner la machine avec les principales pièces après avoir changé par exemple le pied de bielle. Voilà, donc tout ceci vous donne une idée précise de ce que il est nécessaire de faire lorsque l'on veut investir dans une machine ancienne. Et si l'on n'est pas un petit peu mécanicien, un petit peu beaucoup, eh bien, un mauvais achat peut vite tourner à la catastrophe, parce que un kidam avec une machine comme ça serait contraint de faire sous-traiter toutes ces réparations, qui coûterait tout simplement une fortune. Là, actuellement, avec toutes les pièces que j'ai commandées, j'en suis pour l'instant à 1500 €. Donc si vous rajoutez ça au prix de la machine, bien que je l'ai échangé contre des pièces, eh bien on s'approche tout doucement de la limite de valeur de la machine, qui n'est certes pas atteinte, mais tout ceci pour dire que, eh bien, faire un métier de cette activité relève d'un équilibre extrêmement fragile, et en faire une petite activité comme ça pour acheter et revendre est absolument illusoire, même si comme quelqu'un comme moi est capable de refaire beaucoup de choses grâce à un outillage comme ceci, qui permet de refaire et la serrurerie des parties cycles et la mécanique jusque dans ses derniers recoins, jusqu'à refabriquer certaines pièces. Donc voilà, soyez prudents si vous voulez acheter une machine ancienne pour la refaire, avec l'illusion d'éventuellement gagner un petit peu d'argent avec. C'est pas la peine. C'est pas la peine, surtout aujourd'hui où les prix de revente des machines sont extrêmement bas. Alors c'est certes un bon moment pour acheter, mais encore faut-il ne pas acheter n'importe quoi, parce que le prix des pièces, lui, a augmenté, et le prix des sous-traitants a augmenté. Je remonte dans le studio et je vais vous parler de la problématique aujourd'hui que je constate chez les sous-traitants. Alors j'appelle ça des sous-traitants, mais en fait ce sont des artisans, des gros artisans, des prestataires de services spécialisés sur des activités techniques para-industrielles, dont des particuliers comme moi profitent pour
comme par exemple sabler les grosses pièces et les peindre époxy, ce qui est impossible à faire, même pour moi, dans un garage. Ou alors il faudrait que j'investisse dans un système tellement coûteux qu'il faudrait que j'en fasse toute la journée. Bref, tout un système qui n'a pas de sens. Voilà, on remonte au studio et je vous parle de tout ceci. Vous voyez la vie des amateurs de machines anciennes. Alors, ça c'est pour la moto, mais pour la voiture, c'est à peu près la même chose, avec une petite différence, c'est que il y a plus de delta de marge avec les voitures qu'avec les motos. Mais ça, je vous laisse en faire l'expérience. Moi, je crois que toutes ces histoires sont bientôt terminées, non pas parce que ma passion s'éteint, mais parce que cela devient de plus en plus difficile, techniquement et financièrement, de faire des choses en gardant la tête froide et un certain plaisir à le faire. Allez, à tout de suite. Alors effectivement, financièrement, le prix des pièces a explosé. En contrepartie, même si le prix des motos a baissé, finalement le delta reste extrêmement délicat et on va pas parler de marge puisque c'est une notion d'activité lucrative, on va simplement parler de raison, c'est-à-dire de delta avec la valeur finale de la machine si éventuellement vous envisagez de la vendre pour en faire une autre comme certains le font, même sans faire réellement de bénéfices, juste pour passer un temps positif dans son atelier, plutôt qu'au bistrot. Un autre problème se pose, c'est le problème technique. Le problème technique de la sous-traitance aujourd'hui se rapporte aussi au prix de l'énergie, au prix de la main-d'œuvre, au prix des pièces détachées. Et ça, vous n'y coupez pas, au point que les gens qui ont encore un savoir-faire, qui ont des locaux, qui ont un matériel industriel conséquent, s'arc-boutent sur des créneaux extrêmement étroits où ils ont calculé une certaine rentabilité. Mais certains ne se rendent pas très compte que ce créneau très étroit, eh ben, c'est une lame de rasoir qui, à un moment donné, si elle fait défaut, va venir compromettre cette limite de rentabilité très faible qu'ils ont calculée. Et ils oublient qu'une certaine diversification peut leur permettre, à un moment donné, de sauver leur entreprise, où pendant un temps, ils n'auraient pas, par exemple, de commande industrielle, puisque ce sont des gens qui, en général, travaillent et pour des petites boîtes et travaillent pour des grosses boîtes. Il y a aussi le problème de ceux qui n'ont plus le moral et qui ne font plus aucun effort, ni pour aller chercher des nouvelles activités, ni pour être raisonnables dans leur devis. Ils en arrivent même à être extrêmement désagréables. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour, où le monsieur m'a carrément envoyé chier, simplement parce que je voulais qu'il me fasse un travail que lui prétendait ne pas pouvoir faire pour des raisons techniques, alors que l'ayant fait déjà des dizaines de fois, je savais très bien qu'on pouvait sabler des pièces de carrosserie sans aucun problème, puisque quelques temps avant, j'avais fait exactement le même travail avec exactement la même réflexion d'une autre boîte qui me disait ne pas pouvoir faire le travail, qui a pris le risque et puis qui finalement au bout m'a fait des excuses parce qu'ils se sont aperçus que c'était faisable. Et le dernier problème, eh ben, c'est finalement l'obséquiosité de ces gens-là qui en arrivent à un moment donné à vous dire « Ah mais vous connaissez forcément le travail mieux que moi ». Eh bien oui, le travail spécifique à cette activité, je le connais très bien quand il s'agit de sablage, de microbillage et d'époxy. Je l'ai fait des dizaines de fois et je connais les limites. Ben, je les connais mieux que ceux qui ne l'ont jamais fait, même si c'est leur métier. Eh bien, tant pis, c'en est un autre qui a pris le boulot. Bon, on en arrive petit à petit à ne plus avoir de choix et à devoir payer des sommes qui commencent à être extravagantes. Et là, la limite va bientôt être atteinte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on approche de la fin, à moins que
D'autres solutions se présentent à nous. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que je suis suffisamment concis pour que vous compreniez la façon dont j'articule mes vidéos autour d'une problématique quotidienne pour parler de choses plus larges de la vie de notre société, de la vie de notre pays en 2025. Je vous remercie, abonnez-vous, à bientôt. Ciao.